Mesdames et messieurs, Agnès Varda. Agnès Varda, merci de votre présence ce soir. Alors, le film a plus de 50 ans, un tout petit peu plus de 50 ans. C'est difficile de resituer sa modernité aujourd'hui, même s'il apparaît encore comme très moderne, mais il y a énormément d'éléments novateurs pour l'époque. Et puis il y a évidemment cette idée de quasi-temps réel qui est déjà comprise dans le titre. Cléo de 5 à 7, le film dure 90 minutes, Cléo de 5 à 7. C'est déjà un mensonge, parce que voilà. En vérité c'est de 5h à 6h30. C'était ça l'idée maîtresse du film au départ? Non, dire de 5 à 7, c'est parce que c'est une expression quand même. Pour les rendez-vous coquins, on dit de 5 à 7. Donc, ce n'est pas du tout le sujet du film. J'ai gardé cette sonorité de 5 à 7, mais c'est vraiment de 5h à 6h30. Et c'est vraiment ce qui m'a... disons, le pari du film, c'est de faire du temps réel. C'est-à-dire qu'il y a eu des expériences, d'ailleurs, où on projetait le film à 5h, et les gens pouvaient regarder leur montre. Quand il est 5h20 dans le film, il est 5h20. Quand il y a la montre, elle ne parasse pas, il est 6h moins 10, il est 6h moins 10. C'est-à-dire que c'était même un peu compliqué à faire, parce qu'il y a des pendules, on ne pouvait pas faire changer des pendules qui étaient en ville, enfin, il aurait fallu tout un dispositif. Et il fallait tenir la réalité pour que ça finisse à 6h30. Je ne voulais pas que le film dure plus longtemps, j'avais peur que ça embête les gens. Donc, je me suis dit, quand je tournais, il fallait en même temps savoir à quel moment c'était du film et savoir qu'on ne pouvait pas déborder n'importe comment parce qu'il fallait tomber d'aplomb. Alors, il y a eu des séquences, effectivement, on devait un petit peu accélérer. Et récemment, j'étais en Chine et j'étais en train de présenter des films, faire des expositions. Et dans une rencontre comme ça avec des étudiants et des artistes, il y a un jeune homme qui me dit « Oui, mais vous avez dit que vous faites le temps, mais il y a une faute. Dans le bus, il y a une saute. » J'ai dit « Mais oui, effectivement. » Il me dit « Parce que là, à un moment, il y a une petite saute. » J'ai dit « Mais attendez, vous comprenez qu'il fallait qu'on tombe d'aplomb quand elle prend son bus 67 à 6h10, il faut quand même qu'on rentre à 6h20 dans l'hôpital, donc automatiquement, j'ai fait une petite contraction dans le bus. C'est pas une erreur, l'important, c'était qu'elle ait ce trajet de bus pendant 10 minutes. Et parce que l'autre pari, c'était aussi la géographie réelle. On est habitué à un vocabulaire de cinéma où si quelqu'un fait une valise, vous acceptez qu'il soit dans le train dans le plan suivant. Ou si quelqu'un même claque la porte, vous êtes ensuite dans sa chambre, ou je sais pas quoi. C'est le langage du cinéma avec les ellipses de temps qui font avant. Et quand on ne fait pas d'ellipse de temps, ce qui est le cas, je n'ai pas fait d'ellipse de géographie non plus. Quand elle traverse la petite cour devant chez elle, il y a, je sais pas, il y a 60 pas, il y a les 60 pas. C'est-à-dire qu'elle traverse toute la cour. Quand elle prend le taxi rue de Rivoli, le taxi fait un vrai trajet, rue de Rivoli, Pont-Neuf, rue Ganego, c'est le trajet exact. On s'est même amusé, quand j'ai fait le DVD, j'ai fait des expériences, et j'ai demandé à Pierre-William Glenn, qui est un chef opérateur connu, mais qui est un motocycliste formidable. Il a fait le trajet de Cléo. Alors, je voulais qu'il le fasse à toute allure, donc on a fait ça un dimanche matin, 5h, qu'il n'y ait pas de monde. Il a brûlé tous les feux rouges, mais il a fait en moins de 7 minutes tout le trajet. Rue de Rivoli, Ganego, rue Vavin, chez elle, Raspail, Parc Montsouris, ressortir jusqu'à l'hôpital. Parce que le trajet est réel. Il n'y a pas de tricherie sur la géographie, il n'y a pas, quand elle prend l'avenue qui commence là, à d'Enfer-Rochereau jusqu'au jardin, elle fait tout le trajet. Alors, se donner comme ça des contraintes, pourquoi? Ben pourquoi? Parce que c'est un jeu aussi. C'est un jeu avec faire du cinéma. Mais l'essentielle chose, et vous le savez, c'était à l'intérieur de cette contrainte technique, j'allais dire, quand même faire passer le sujet du film et la fluidité du sujet, qui est, elle a peur d'un examen, elle a peur de mourir, elle a peur de cancer. Et quand j'ai proposé le film au producteur, je me souviens qu'il m'a dit « Ouais, ça a l'air pas mal votre histoire, mais il y a une chose qu'il ne faut pas faire, parce que ça porte malheur, il ne faut pas dire le mot cancer. » Je dis « Mais comment elle va expliquer qu'elle a peur du cancer ?» Il dit « Bon, je vous donne la permission pour une fois. » Alors, dans le jardin, quand elle parle avec Antoine, là, à un moment donné, il a dit « Vous avez peur de quoi ?» Elle a dit « Le cancer, je crois. »
une fois, parce qu'on ne pouvait pas dire plus et il ne fallait surtout pas faire peur, pas que ça portait malheur. Alors, il y a toutes ces choses-là qui sont autour du cinéma et qui feraient presque diversion par rapport au sujet qui est comment est-ce qu'on vit la peur et qu'est-ce qui peut se passer en 90 minutes. Vous le dites, la géographie est très précise, le dialogue aussi. C'est très très écrit et en même temps vous deviez donner ce sentiment de spontanéité, de prise sur le vif. C'est flagrant déjà dès le début dans la scène de café où vous superposez des dialogues, plusieurs anecdotes. Comment est-ce que vous avez géré, trouvé l'équilibre, j'ai envie de dire, entre justement cette dimension extrêmement écrite, extrêmement chorégraphiée, extrêmement préparée et le sentiment de réalisme que vous vouliez donner? C'est-à-dire que par exemple, comme il était important qu'elle sorte donc, bon, d'abord, je suis presque allée en avant parce qu'on pose toujours la question, pourquoi la première scène est en couleur? Parce qu'elle va chez une cartomancienne et qu'en fait, ce que lui dit la cartomancienne, même si elle prédit en fait ce qu'on va voir, en fait, c'est pas du sérieux, c'est de la fiction. Mais je l'ai intercalé avec du blanc et noir quand Bigman, vous êtes malade, elle dit oui, et la cartomancienne qui est très mélodramatique, qui a son mari, elle est foutue, elle est morte. Donc, on se met un peu dans l'idée qu'on a peur de la mort. Mais la question que vous posez, comment on mélange? C'est-à-dire que il faut traiter le sujet, mais quelquefois, par exemple, quand elle passe rue de Rivoli, super, parce que c'est Corinne Marchand, une femme magnifique. Alors, vous savez, on s'est simplement mis sur le balcon de l'autre côté de la rue, avec un foyer, on l'a suivie comme ça. Et il faut dire qu'elle ne passe pas inaperçue. On voit que les hommes la regardent, que les marchands se retournent. Donc, si vous voulez, cette espèce de vérité de l'effet qu'elle fait sur les gens de la rue ou au café, c'est assez facile parce que c'est la réalité. Elle est un personnage de fiction, on la lance dans la réalité. Quand elle est dans ce café, c'est ça que vous avez signalé, elle est avec sa gouvernante, là, elle s'affole, elle se regarde dans la glace comme ça. Et c'est vrai qu'il y a d'une part d'autres scènes, en même temps que j'ai écrites entre des petits coups, il y a les gens qui rentrent dans le café qui sont magnifiques, parce que ça, on s'est mis derrière le bar, on a demandé la permission. Et les gens qui rentrent, ce sont ce que j'appelle des vrais gens. Ce ne sont même pas des figurants qu'on a engagés en disant tâchez de rentrer à ce moment-là. Moi, j'aime bien qu'il y ait un petit peu d'inattendu de ceux qui rentrent, qui se poussent. Et bon, avec beaucoup de chance, enfin, ils se placent comme il faut. Mais le vrai sujet, c'est qu'elle est affolée, la dame lui dit de se calmer, Angèle lui dit de se calmer, et le bistrotier, là, il va lui faire une petite histoire, dire mais calmez-vous. Alors, on essaye de la distraire, parce qu'on fait toujours avec les gens qui ont peur ou qui sont malades. Et il faut qu'ensuite elle prenne un taxi, qu'elle rentre chez elle. Et là, c'est vrai que c'est moi qui ai choisi que ce soit une conductrice dame taxi, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup en 61, et qu'elle lui dit vous n'avez pas peur la nuit. Donc on va essayer de traiter le thème tout le temps. C'est vrai que rue Guénégaud, il y a beaucoup de marchands d'art noir, d'art africain, donc il y a des masques qui lui font peur. C'est vrai que très souvent les étudiants des beaux-arts envoient des trucs qui font peur aux gens, hein, comme ça. Donc si vous voulez, j'ai essayé de capter des choses vraies qui s'inscrivaient dans le sujet. Bon, elle rentre chez elle. Bon, alors chez elle, évidemment, on avait choisi un grand loft, c'était pas la mode à l'époque, mais un grand atelier comme ça, très blanc, très pâle. Alors le chef opérateur, Jean Rabier, on avait dit on va faire beaucoup la lumière du jour, il avait tendu des draps, c'était des méthodes qui ne se faisaient pas dans le cinéma d'avant. Hein. Avant, on mettait beaucoup de projecteurs, et avant la guerre, mais vous savez qu'on disait qu'il fallait que les draps soient bleu ciel, les chemises blanches bleu ciel, parce que les opérateurs qui faisaient du blanc noir avaient peur que ce soit trop blanc. Alors ils mettaient du bleu ciel pour faire blanc. Bon, là on était dans le blanc pur. Et je voulais qu'elle ait un grand atelier, là, comme ça, qu'elle soit perdue un peu. Évidemment, elle a une collection de montres, évidemment, elle va avoir des visites. Et tout ça, c'est dans un temps précis. Il fallait que dans toute cette première partie, comme je l'avais conçue, elle soit une coquette. C'est-à-dire, elle a peur, mais elle est vue par les autres. Elle est vue par la dame qui lui vend un chapeau, elle est vue par le bistrot, elle est vue par son amant qui lui rend une visite un petit peu rapide, et puis il y a ses visites de musiciens. En fait, c'est comme ça que je l'ai fait. Toute la première partie, elle a peur et personne ne la comprend, et elle est le point de mire, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est un petit peu connue, tout ça. Et il y a, je pense qu'on le remarque,
au milieu du film, un espèce de point très précis, quand elle a chanté cette chanson, où évidemment il y a tout un effet pour qu'elle se croie au casino, ou je ne sais pas où, dans une salle de concert. Et tout d'un coup, quand elle réalise que la chanson est trop en rapport avec ce qu'elle ressent, elle arrache sa perruque, elle arrache son beau déshabillé, elle met sa petite robe noire, elle sort. Ça, c'est vraiment à 45 minutes, puisqu'il s'agit de 90. Et à 45 minutes, elle sort. Et là, c'est autre chose, c'est elle qui regarde. Donc il y a une structure dans l'évolution, entre elle qui est le point de mire, et puis elle se met à regarder, elle se rend compte que personne n'écoute son disque dans le café, et elle se rend compte qu'il y a des gens qui gagnent leur vie en crachant, en avalant des grenouilles. Alors ça, c'est des choses vraies, qui existent vraiment, que j'avais, évidemment, c'est pas par hasard, mais j'avais remarqué ce type qui vivait en avalant des grenouilles et en la crachant. Donc on lui a demandé de revenir, là où il venait d'ailleurs, toujours là. Et puis elle voit un autre qui se transperce le bras. Elle commence à voir des gens qui sont dans leur vraie situation. C'est-à-dire qu'elle sort un peu d'elle-même. Et c'est tout le sujet, c'est qu'en sortant d'elle-même, elle va rencontrer cette amie, très sympathique, très simple, qui l'emmène. Il y a une idée qu'elle n'est plus dans son isolement douloureux et narcissique, elle est vers les autres. Et c'est ce qui lui permettra de rencontrer ce soldat qui lui-même est en permission, lui-même a peur de mourir parce qu'il est à la guerre. Cette guerre d'Algérie, quand même, ils n'avaient pas très envie d'y aller. On les envoyait là-bas, se faire tuer éventuellement. Et le fait que ce jour-là, dans l'état où elle a changé un peu, elle est capable de parler. Puis je crois qu'un autre jour, elle doit dire, foutez le camp, chez-moi la paix. Et là, ils se mettent à parler, il y a une espèce de dialogue entre ces deux personnes en souci. Donc, tout le sujet du film, c'est comment faire évoluer en 1h30 une grande évolution de sa peur narcissique, comme je disais, à une peur où elle va pouvoir dialoguer, en parler et dire justement une fois le mot cancer. Et lui, il va l'embobiner, il va l'emmener, ils vont prendre le bus. Et le fait qu'il l'accompagne à l'hôpital et qu'elle dit ensuite qu'elle va l'accompagner au train, il y a une douceur dans ce qui peut se passer entre eux. Et tout le film, c'est ça. Et à la fin, on peut dire qu'ils sont ensemble. Qu'ils sont ensemble dans quelque chose d'un petit peu, une bulle, quelque chose d'un peu non tout à fait réaliste, non. Donc, si vous voulez, ce que je voulais, c'était traverser la réalité de cette peur des cancers, qui existe chez tous les gens qui ont peur d'avoir le cancer. Mais il y avait à ce moment-là, je crois, même une psychose du cancer dans ces années-là. Et donc, c'est très fort pour moi. Et elle doit évoluer vers quelque chose, vers une espèce de légèreté, une espèce de transparence, une espèce de capacité d'être avec l'autre. Bon, ça, c'est, si vous voulez, l'explication. Mais évidemment, dans scène après scène, il y avait des surprises, des choses vraies dans l'atelier. Justement, vous parlez du point de basculement après la chanson. Est-ce que vous avez trouvé rapidement son métier? Est-ce que vous avez bon, vous parlez de narcissisme, mais est-ce que vous avez trouvé rapidement le fait que, je ne sais pas, elle aurait pu être actrice? Est-ce que vous avez trouvé l'idée de la chanson? Je ne sais pas, en discutant avec Michel Legrand, est-ce que vous lui avez commandé une chanson? Comment s'est créée cette scène-là? Moi, j'aurais toujours voulu être chanteuse, c'est ce qui me semblait la plus belle chose au monde. L'idée qu'il y ait quelque chose qui sort de vous et qui est une voix. Donc, j'ai souvent écrit des chansons. Donc, évidemment, j'en ai fait une chanteuse, j'ai écrit ces chansons, et j'ai demandé à Michel Legrand, que j'avais rencontré sur Lola, puisqu'il avait fait Lola pour Jacques Demy. Je lui ai demandé de musiquer ses paroles et de faire le musicien. Alors, il faut dire que c'est le seul rôle où il a vraiment joué, et il le fait bien, parce qu'il fait un vrai pianiste, et qu'il fait un peu l'idiot, qu'il se moque d'elle, et qu'il y a une espèce de mépris, comme s'il sabotait et l'isolait. Alors, c'est sur la beauté que j'ai surtout réfléchi. À la beauté, qui est une chose en même temps rare, exceptionnelle. Vous savez, Cocteau disait, la beauté est un scandale dans un monde qui est laid. Il y a quelque chose comme ça. Quand une femme ou un homme est très beau ou très belle, c'est presque choquant. Et moi, je m'en référais beaucoup, je crois que je vous en ai parlé une fois, à des peintures d'un peintre du XVe siècle allemand, qui s'appelle Hans Baldung Green, qui a fait, comme tout le monde, des portraits, des choses religieuses. À un moment, il a un peu fricoté avec la sorcellerie, il a été connu avec des gens qui faisaient la cabale, je ne sais pas quoi. Et pendant quelques années, il a peint, ce sont des peintures assez célèbres, ce sont des belles femmes nues avec un squelette. Alors, il y en a une, je pense qu'il y a des personnes qui connaissent ces peintures. Il y en a une, le squelette lui parle à l'oreille,
Il y a une autre peinture, cette magnifique blonde, allemande, superbe, charnelle, et il y a un squelette qui lui tire les cheveux. Il y en a une autre, il l'enlace. Et cette image est tellement forte, si vous voulez. C'est comme si on pouvait, quand on fait un film, avoir une image autre que de cinéma ou de scénario. Une image qui, pour moi, c'est même pas que symbolise, mais comme une allégorie de ce que je raconte, c'est-à-dire cette juxtaposition de la beauté et de la mort, qui peut-être la guette et qui peut-être l'attrapera. Et alors, c'est au point que j'avais une petite carte postale comme ça d'une des portes. Et alors, je la mettais partout. Il y a eu des photos de tournage, je l'accrochais au mur, ou je la posais quelque part. Je me disais que c'était pas comme un gris-gris, mais que je ne devais jamais perdre de vue que le sujet, c'est une mort n'est jamais juste, elle n'est jamais valable. Une mort d'un enfant, c'est atroce, la mort d'un soldat, c'est horrible. Mais dans notre esprit, on juxtapose difficilement l'idée du squelette et de la beauté. Et ça, c'était donc, si vous voulez, on travaille avec des images mentales, plus qu'avec vraiment un projet. Alors évidemment, le casting, puisqu'on dit ce mot-là, j'ai eu la chance de de choisir cette très belle Corinne Marchand, que j'avais vue figurante dans Lola. J'avais repéré, parce que tout d'un coup, elle représente vraiment ces peintures dont je vous parle, c'est des très grandes, élancées, d'une beauté plutôt nordique, belle et majestueuse et très belle avec ce regard transparent. Et pour le petit soldat, j'ai pensé à Antoine Bourseiller, que j'avais vu au théâtre, et qui était un ami aussi, que je connaissais bien. Et évidemment, après, à part Michel Legrand, qui joue lui-même, ce sont les gens, Dominique, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, qui jouait Angèle, enfin, ça joue énormément autour de Cléo, Michel Legrand et le petit soldat. C'est vrai que quand les rôles s'incarnent comme ça, à partir de là, je crois que j'ai un peu écrit les dialogues par rapport à la beauté de Cléo, par rapport à la gouaille d'Antoine qui aimait bien raconter, j'ai fait toutes ces histoires de sa grand-mère et tout ça. Bon, mais c'est vrai que le bus est vrai, le conducteur du bus est vrai, quand on s'arrête devant mon magasin de fleurs, il était là, quand elle remarque bonne santé, c'est des magasins qui étaient là. Comme toujours, quand on a un souci, notre œil sélectionne ce qui répond au souci. Et ça, forcément. Justement, dans toute cette façon de capter du vrai, il y a ce petit intermède, cet hommage au cinéma muet, Godard, Carina, Brialy. Comment ça arrive? Là, vous remarquerez dans le générique du début, j'ai rajouté un petit carton, parce qu'à l'époque, c'était tellement évident que tout le monde se connaissait, que 50 ans après, on ne sait plus. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est une remarque que j'ai faite dans beaucoup de films. Dans beaucoup de films, au bout du troisième quart, enfin, par là, il y a un creux. Très souvent, les films, il y a une espèce de moment où ça un marche. ventre mou. Un ventre mou. Et en général, ça repart vers la fin. Et comme cet endroit me faisait peur, je me disais quand même, c'est peut-être embêtant, cette fille qui a peur, qui se promène, les gens vont s'embêter, il faut que je fasse quelque chose. Alors, sa copine, qui était un modèle de peintre d'ailleurs, avec qui j'ai fait d'autres choses, Dorothée Plante, l'emmène dans une cabine de projection, puisqu'elle gentiment elle apporte des bobines. Ces fameuses bobines qui disparaissent maintenant qu'on fait des DCP. Vous voyez le poids que c'était de monter ces trucs-là. Bon, bref, donc, ils sont dans la cabine de cinéma, et j'ai pensé, la cabine, quand je l'allais faire un petit intermède. Alors, j'ai tourné ça près du pont McDonald's, véritablement, qui n'existe plus, maintenant qu'il y a des périphes et des trucs comme ça. Et j'ai demandé aux amis de l'époque de venir une journée. Alors, ils sont tous venus avec une grande gentillesse, une grande amabilité, beaucoup de gentillesse, évidemment, qui n'ont pas demandé à être payés. Et mon idée, c'est parce que Jacques Demy et moi, on était très amis de Godard et Anna Karina. Et Godard portait ses lunettes noires, mais noires charbon comme ça. Et c'était, moi je trouvais ça très désagréable parce qu'on ne voyait pas ses yeux. Et je me suis dit, je vais le choper, je vais faire un truc pour qu'on voit ses yeux. Je vais écrire un petit sketch, alors en même temps, c'est allégorique, hein, parce que effectivement, il y a une façon de voir la vie, une autre façon de la voir. Donc, je lui fais ce petit sketch, je l'écris vite, ils ne vont pas discuter. J'ai dit, tu viens tourner, il ne m'a même pas demandé ce que c'était le dialogue. Donc, quand on arrive là, alors évidemment, avec Anna, ils étaient adorables tous les deux. Il a ses grosses nomiques noires. Bon, c'est un peu comme ça. Alors, elle s'en va, comme il enlève ses lunettes. D'abord, on voit ses beaux yeux.
Mais d'abord, pardon, c'est quand il a mis ses lunettes noires, la petite Anna s'est transformée en une fille noire qui court, qui se fait assommer, qui meurt. Alors, Sami Frey qui était venu et dit Constantine, gentiment, et puis elle est morte, c'est terrible, il court, et il enlève ses lunettes noires, et c'est de nouveau la blonde Anna Karina qui descend l'escalier, bon. Alors, c'était un truc vraiment, un truc d'amis, parce que le producteur Georges de Bourgard, c'est lui qui conduit l'ambulance et qui conduit la voiture funéraire. Et Sami Frey était venu avec qui Alan Scott, et alors Daniel Delorme, Yves Robert, qui était venu, elle, vendre des fleurs, un petit mouchoir, qui est encore qui est venu, je sais pas, Priali, bien sûr, qui est venu faire l'infirmier. Alors ça, c'est la gentillesse, la générosité de gens d'une époque, je sais pas si on peut faire ça comme ça maintenant, mais ça s'est tourné en une journée, ils sont tous venus, et voilà. Et donc ce petit sketch que j'avais mis là en me disant, ça fait un petit peu retomber la pression de la peur de Cléo, et quand elle ressort de la cabine, qu'elle descend l'escalier, elle casse son miroir, et de nouveau, superstition, elle a peur, parce que le film est plein de petites superstitions. D'ailleurs, c'est ma maman qui était superstitieuse. Mais elle était comme ça. Elle avait peur de porter une chose neuve le mardi, il ne fallait pas mettre de chapeau sur le lit, il ne fallait pas croiser les couteaux. Bon, ça existe, la superstition, c'est pas forcément des gens idiots, c'est des gens qui sont superstitieux. Et j'ai mis ça dans le film. Et donc, évidemment, je ne sais plus à quelle occasion je dis ça, mais dans ce truc-là, quand elle descend de la cabine, elle casse un miroir, alors ça porte malheur. Mais après, elle est reprise par la peur, il y a un accident dans la rue, et je veux qu'elle ait vraiment peur quand, se trouvant toute seule dans le jardin, un petit peu face à sa solitude, et même si elle fait des gestes de théâtre et de concert, si j'ose dire, elle rencontre ce petit soldat près de la cascade. Et j'ai essayé que, c'est difficile de faire un dialogue comme ça pour qu'ils se rapprochent tout doucement, qu'on comprenne leur peur, l'un et l'autre, tout doucement se rapprochant comme ça. Et ça me semblait très important que, en fait, ça ne va pas la guérir, et va peut-être, moi je suis un peu pessimiste, je pense qu'il est mort à la guerre et qu'elle a eu un cancer et qu'elle est morte, mais avant que tout ça arrive, et peut-être que ça n'arrivera pas, il y a ce moment où ils allègent un peu leur peur. Ça me semblait important. Et à la fin du film, d'ailleurs, ils sont beaux tous les deux, ils sont comme ça, habités par quelque chose de transparent, que c'est formidable que le cinéma puisse faire ça, parce qu'ils sont eux, parce qu'ils croient à ce qu'il s'est raconté, parce qu'ils sont, je ne sais même pas s'ils sont bons comédiens ou de bonnes personnes, mais c'est vrai que je suis très reconnaissante quand des acteurs vous font passer cette impression de finesse. C'est un film qui a marqué plusieurs générations, et vous le disiez, donc on rejoignait la salle ici, c'est anecdotique, mais c'est quand même assez surprenant et amusant que Madonna a songé à en faire un remake et vous l'avez même rencontré. Il aurait peut-être la peine de raconter cette rencontre au sommet. Je ne vois pas pourquoi Madonna n'aimerait pas faire un rôle. Vous savez, si vous regardez bien, elle a le même type de visage que Corinne Marchand. Je vous parle de ça il y a quand même 25 ou 30 ans. Hein. Parce que le film a 50 ans. Quand Madonna m'en a parlé, il y a déjà très longtemps. Et je vous ai raconté que je l'avais rencontrée à Hollywood. Elle voulait me rencontrer puisqu'elle voulait avoir les droits. D'ailleurs, ils ont pris une option, comme on dit, sur les droits. Et ça m'a fait rire parce qu'elle était déjà très flamboyante, très sexy, très extraordinaire. Et quand elle est venue me voir, elle avait mis des petites ballerines plates, une petite robe enrichie à carreaux comme ça. Elle était habillée en petite fille nette comme ça. Ça m'a fait rire parce que je crois que c'est l'année où elle avait fait ce livre qui s'appelait Sexe, qui était en fer, qu'il fallait une clé pour l'ouvrir et tout ça. Et c'était drôle parce que, bon, elle a parlé du film, elle pensait qu'avec moi il fallait avoir l'air sage comme ça. On a parlé du projet, elle a pris l'option, elle avait fait faire un scénario, et puis je crois que le scénario ne lui plaisait pas. Et puis entre-temps, sa mère a eu un cancer, et sa mère est morte. Alors, ça a fini le sujet, l'envie de traiter ça, elle est passée, alors bon, c'est fini, l'option n'a pas été relevée, comme on dit. Et il y a eu une autre demande aussi, mais bon, c'est pas tellement que les gens veulent faire des remakes, moi qui m'épate, c'est que le film existe. C'est que je vais très loin dans le monde, je peux aller j'ai été à Taïwan, j'ai été en Amérique, je vais en Brésil du Nord, je sais pas quoi, et des gens qui me parlent de Cléo 5 à 7. Ça veut dire, c'est un film qui existe, c'est pas s'il a eu un grand succès, c'est même pas une question qu'il a fait des milliers et des cents,
il existe dans quelque chose qui est la cinéphilie, et que, je ne sais pas vous si vous l'avez aimé, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce film, et pour qui ça marque quelque chose, pas seulement cette époque, parce qu'il est très différent de la Nouvelle Vague, il est quand même beaucoup plus structuré, avec une idée beaucoup plus précise de la forme que doit avoir un film. Mais c'est parce que c'est aussi peut-être un souvenir de cette époque où on pouvait raconter comme ça une histoire frêle, comme ça. C'est parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Elle attend 1h30 d'avoir le résultat. Et le médecin n'est quand même pas très rassurant, puisqu'il dit on va vous faire des rayons. Je pense qu'elle a un cancer de la façon dont c'est raconté. Mais c'est la liberté de ton que j'ai eue là, et que j'ai eue toujours d'ailleurs, de raconter une chose forte, et en même temps, justement, avoir quelque chose, les chansons, la valeur de grenouille, des choses qui distraient, exactement comme quand j'ai fait un sujet comme les glaneurs et la glaneuse, où c'est vraiment un sujet sur les gens qui ramassent, qui mangent, qui est par terre, qui n'ont rien, mais que tout en faisant le film, je ne suis pas transformée en sociologue pur et dur. J'ai fait des diversions, j'ai parlé d'autres choses, j'ai montré l'invention du cinéma par Marais. C'est-à-dire que peut-être que j'essaye de en même temps traiter un sujet et d'être libre en même temps par rapport à ce sujet. Peut-être. On va simplement signaler le film, on l'a bien vu, il est magnifiquement restauré, et pour ceux qui veulent aller plus avant, parce que vous êtes la spécialiste des bonnies, et pas des bonus DVD, des bonnies DVD, il y a un coffret tout Varda qui vient de sortir. Je suis féministe toute Varda. Toute Varda. Et je pense que vous avez fait des bonnies en pagaille. J'ai surtout fait, à l'âge canonique que j'ai, je me suis dit, il est temps quand même de mettre tout ça dans une boîte, qu'on sache ce que j'ai fait jusqu'à ce jour. Et j'ai mis évidemment tous mes films, les courts-métrages. Il y a même des petits disques où on voit des choses que j'ai commencé, qui n'ai pas fini. Un film que j'ai commencé avec Depardieu quand il avait 19 ans. Et puis les producteurs ont trouvé qu'il n'était pas bien. Ça arrive. Et puis aussi parce que depuis 10 ans, j'ai un peu viré ma cutie, je fais surtout des expositions d'installation. Il y a aussi un disque, un DVD qui montre ce que je fais maintenant. Alors ça m'a amusé parce qu'on a fait une promotion qui m'a fait rire beaucoup. C'est une boîte comme ça où il y a tout ce que je fais. Et ça s'appelle 1m48, 60 kg et 1,8 kg de création. Et ça veut aussi dire que toute une vie de travail, ça tient dans une petite boîte, c'est un peu décevant. Merci pour cette petite boîte, merci pour votre présence à Bruxelles ce soir. Merci pour votre Agnès Varda.